Le marché crypto est officiellement rentré en bear market. C'est du moins ce que pense la majorité des investisseurs, c'est peut-être également ton cas, et ça se comprend. Entre l'instabilité macroéconomique, les pressions réglementaires, les indicateurs techniques qui saturent dans tous les sens, le Fear and Greed Index qui flirte avec l'extrême peur, et tous ces gens qui pètent une durite sur Twitter, la logique voudrait qu'on vende aujourd'hui nos crypto-monnaies pour protéger notre capital. Mais pourtant, pendant ce temps-là, pendant que tout le monde panique, les baleines, elles, nagent à contre-courant. Et pas qu'un peu. BlackRock, Tether, MicroStrategy ainsi que des dizaines d'autres entreprises comme Eta sont en train d'empiler des bitcoins comme jamais auparavant. Discrètement, mais stratégiquement. Mais alors, qu'est-ce que eux ils savent que toi tu ne vois pas encore? C'est ce que j'aimerais voir avec vous aujourd'hui. Pourquoi ce bull run est différent? Pourquoi les baleines achètent en masse? Et pourquoi ça devrait t'alerter, ou du moins susciter ton intérêt. Si tu souhaites avoir les réponses à ces questions, n'hésite pas à liker cette vidéo, à la commenter, puis abonne-toi à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait. Pour te laisser le temps de le faire, je lance l'intro. On va pas se mentir, de nombreux voyants techniques sont en train de clignoter au rouge. C'est ce que nous montre cette heatmap qui regroupe plusieurs indicateurs très pertinents comme le SOPR, le NUPL, le CDD, le MVRV, des indicateurs que nous avons déjà analysés de fond en comble dans cette vidéo, vers laquelle je vous renvoie si cela vous intéresse. Globalement, lorsque vous voyez du rouge, c'est très mauvais signe. Et si on revient dans le passé, il est très simple pour nous de repérer les tops des cycles précédents. Il suffit de regarder là où la majorité de ces indicateurs étaient en surchauffe, autrement dit dans le rouge extrême. Ce fut le cas en 2018, ce fut le cas lors du cycle suivant en 2021, et si on regarde de plus près ici, on peut voir que petit à petit, les différents indicateurs sont en train de virer vers le rouge, ce qui en soi n'est pas vraiment bon signe, même si visiblement il nous reste encore un peu de marge. Le Fear and Greed Index nous indique que les investisseurs sur le marché paniquent énormément, même si nous venons de sortir de l'extrême peur il y a quelques jours. Nous sommes encore très proches de cette zone avec un Fear and Greed Index à 25 pour le moment. Autrement dit, les retails sont en train de paniquer très fort. Et comme nous le montre le SOPR, il commence même à vendre en perte, ce qui est un signal clair de capitulation. Exactement ce que les institutionnels attendent. Et pour eux, c'est très simple. Leur objectif, c'est d'acheter la peur et de vendre l'euphorie. Je vous assure, ce n'est pas juste une phrase marketing, c'est factuel. Aujourd'hui, le prix du Bitcoin est à 24% sous son ATH. Les indicateurs, comme on l'a vu tout à l'heure, sont dans le rouge. Et visiblement, ça ne fait que empirer. Ce qui fait que tout le monde est en train de paniquer. Et c'est quand tout le monde au bear market que eux ils rechargent. Et pour s'en rendre compte, je vous propose qu'on regarde qui est en train d'accumuler et à quel niveau de prix. D'après les données de Glassnode, les baleines avec 10 000 bitcoins ou plus ont recommencé à accumuler pour la première fois depuis août 2024. Et ce qu'on peut voir également, c'est que cette accumulation des gros portefeuilles est en contraste complet avec celle des plus petits détenteurs qui sont plutôt dans une phase de distribution. Donc en gros, lorsque vous voyez du orange, c'est qu'il s'agit de vente. Lorsque vous voyez du bleu, c'est qu'il s'agit d'accumulation. Et si on regarde dans le temps, on voit que les gros portefeuilles font la plupart du temps l'inverse des petits. Lorsque les petits accumulent, les gros portefeuilles sont en train de distribuer, ils vendent, et inversement, comme on le voit ici très bien, lorsque les gros portefeuilles accumulent, les petits vendent, avec bien évidemment toujours une petite période de latence jusqu'à ce que les tendances s'inversent. Ce qui nous intéresse ici, c'est que les gros portefeuilles sont en train de réaccumuler de nouveau. Or, la dernière fois qu'ils ont acheté de manière aussi agressive, c'était en août 2024, lorsque Bitcoin était entre 50 000 et 60 000 dollars. Autrement dit, juste ici, juste avant la grosse montée de la fin d'année 2024, ayant propulsé le prix du Bitcoin de 56 000 dollars environ à plus de 100 000 dollars. On assiste donc actuellement à la première vraie phase d'accumulation des whales depuis les 8 derniers mois. Par exemple, le 31 mars, Strategy annonçait avoir acheté 22 048 nouveaux bitcoins pour un total de 1,92 milliard de dollars. Un jour après, le 1er avril, c'est Tether cette fois-ci qui a annoncé avoir rajouté 8 888 bitcoins à ses réserves, portant le total à 92 646 bitcoins. De plus petites entreprises ont également investi dans Bitcoin, c'est le cas de l'entreprise française The Blockchain Group qui ont acheté 580 bitcoins. On peut également parler de Semler Scientific qui eux ont acquis 1108 bitcoins. Il y a ensuite Metaplanet qui est surnommé le MicroStrategy asiatique
qui ont acheté 696 bitcoins pour un montant total de 68 millions de dollars environ, sachant que actuellement ils ont un peu plus de 4000 bitcoins sous gestion et qu'ils visent à atteindre 10 000 bitcoins d'ici la fin de l'année 2025. Et le plus fou dans tout ça, c'est que de l'autre côté, l'offre en bitcoin sur les exchanges centralisés est au plus bas depuis 5 ans, sachant qu'elle continue de chuter de jour en jour. Ça signifie en d'autres termes que les investisseurs retirent leur argent des plateformes centralisées. Pourquoi? Pour les garder sur le long terme, ce qui est très bullish pour nous. Et si cette tendance continue, que l'offre en bitcoin baisse mais que la demande, elle, de l'autre côté augmente, eh bien cela va provoquer un choc de liquidité, ce qui fera inévitablement exploser le prix du bitcoin à la hausse. Et bonne nouvelle, la demande pour bitcoin n'a pas l'air de diminuer. Je m'explique. D'après un sondage réalisé auprès de 350 investisseurs institutionnels, 83% d'entre eux déclarent vouloir augmenter leur exposition crypto d'ici 2025. Par exemple, Marathon Digital, qui est l'un des plus importants mineurs de Bitcoin aux États-Unis, veut lever une somme astronomique de 2 milliards de dollars pour financer de futurs achats en Bitcoin. Tout comme GameStop qui eux ont levé 1,5 milliard de dollars. Le Salvador continue également son achat de 1 Bitcoin par jour, exceptionnel. Et tout ça sans oublier les États-Unis qui sont prêts à acheter pour 200 milliards de dollars de Bitcoin. Si on zoome un peu et qu'on regarde ce qu'il se passe au niveau des États américains, eh bien le Texas avance quant à lui un projet de loi crypto pour acheter 250 millions de dollars de Bitcoin avec les fonds publics. Une loi qui pourrait par la suite inspirer d'autres États. Et avec tout ça, tu te demandes certainement pourquoi est-ce que avec autant d'entreprises, autant de fonds et même d'États qui achètent du Bitcoin, pourquoi est-ce que son prix ne fait que chuter? Eh bien, c'est exactement ce qu'on va voir à partir de maintenant et tu verras, la réponse est beaucoup plus logique que tu ne le crois. Même si les baleines accumulent agressivement, le marché crypto reste encore sous pression. Et la raison est très simple, c'est que la majorité des autres investisseurs continuent de vendre. D'après Glassnode, l'Accumulation Trend Score se trouve actuellement à 0.15. Pour te donner une idée de ce que ça représente, plus les points sont foncés, plus on se rapproche de 1, et plus cela signifie que les investisseurs accumulent. D'accord, en moyenne. Si le score se rapproche de 0, comme c'est le cas actuellement, eh bien les points deviennent de plus en plus clairs, ce qui signifie qu'en moyenne, les investisseurs sont en train de vendre, sont en train de distribuer. Et donc, ce qu'on peut voir, c'est que pendant cette montée, l'investisseur moyen était en train d'acheter et la tendance a changé ici mi-janvier parce que les investisseurs ont commencé à l'inverse de vendre, de distribuer. Donc oui, d'un côté, nous avons des whales qui achètent, mais malheureusement, de l'autre côté, les petits porteurs, eux, continuent de vendre. Et quand la majorité vend dans la peur, même s'ils sont en perte, comme nous l'indique le SOPR, cela exerce une pression à la baisse sur les prix, ce qui fait baisser le prix forcément, même si derrière, les gros portefeuilles, les whales, sont en train de recharger à gogo. Et après tout, c'est ce qu'ils recherchent. Ils veulent recharger pendant que les autres paniquent. Pour que les autres paniquent, il faut que les prix restent bas, voire chutent tout doucement. Donc voilà, les gens sortent, les retails sortent, les baleines, eux, achètent pendant ce temps-là. Après le prix, qu'est-ce qu'il va faire? Il va monter très fort, les gens vont refomo. Et c'est ainsi qu'on re-rentre dans ce cycle où les petits investisseurs, les retails vont FOMO et acheter le top, pendant que les institutionnels, eux, seront en train de vendre. Mais pour le moment, il leur faut de la peur, il leur faut du FUD. Et pour cela, bingo, ils ont exactement ce qu'il faut, une petite guerre commerciale réactivée par Donald Trump, faisant baisser de nombreux marchés boursiers, dont celui des crypto-monnaies. Vous rajoutez à cela un risque de récession qui n'a jamais été aussi élevé. Nous sommes sur Polymarket à 55% de chances d'avoir une récession en 2025 aux États-Unis, ce qui fait que l'incertitude est omniprésente sur les marchés, l'investisseur moyen va donc paniquer, il va vendre, et tu comprends maintenant pourquoi, malgré une accumulation massive de gros portefeuilles, le marché reste lourd, lent et très nerveux. Mais est-ce que ça va durer? Combien de temps ça va durer? Elle est là la vraie question. Il y a un autre phénomène silencieux qui, lui aussi, prépare le terrain pour la suite, et ce phénomène se trouve dans les stablecoins. Regarde ce qu'il se passe depuis 5 mois. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va zoomer et on peut voir qu'on n'a pas seulement des whales qui achètent, mais on a aussi une hausse massive de la création de stablecoins, nous indiquant qu'un mouvement explosif pourrait avoir lieu tôt ou tard. Regardez, le 6 novembre 2024, nous avions sur le marché 120 milliards d'USDT, pratiquement 37 milliards d'USDC. Globalement, 5 mois après, nous sommes passés à 143 milliards pour l'USDT et pratiquement à 60 milliards pour de l'USDC, soit une augmentation d'environ 50 milliards de dollars en 5 mois seulement.
Donc environ 50 milliards de dollars de liquidités toutes fraîches ont été injectés dans l'écosystème en à peine 5 mois, ce qui est très bullish pour la suite. Pourquoi? Parce que les stablecoins ne servent qu'à une chose, à acheter du Bitcoin ou des altcoins. Pendant les phases de bear market, comme en 2018, 2019 ici, on peut voir que globalement, cette courbe reste stable, voire diminue, mais que pendant les bull markets, eh bien, elle ne fait qu'augmenter. Ce fut le cas en 2017, ce fut encore plus flagrant en 2021. Ensuite, lorsque nous sommes rentrés en bear market en 2022, la supply de stablecoin a diminué, avant de repartir à la hausse pendant les phases de bull market, où de nouveaux capitaux affluent, préachetés massivement. Et aujourd'hui, malgré la correction actuelle, regardez, malgré le fait que le prix chute, nous n'avons jamais été aussi haut. Donc, si on résume, les gros portefeuilles réaccumulent de nouveau, les réserves en stablecoin se remplissent, pendant que l'offre en Bitcoin disponible sur les échanges centralisés baisse à vue d'œil. Donc oui, même si le prix reste actuellement sous pression, on l'a vu, les initiateurs du prochain mouvement haussier sont déjà en train de se positionner. Et comme d'habitude, aveuglé par la colère, par la tristesse, par l'avarice, l'investisseur moyen, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va passer à côté de cette opportunité. Maintenant qu'on a tout mis sur la table, qu'est-ce qu'il faut faire? Faut-il acheter et suivre les whales, ou alors faut-il encore attendre en espérant d'aller chercher des prix plus bas? Eh bien, la réponse n'est pas binaire. Tout d'abord, non, il ne faut pas foncer tête baissée et appuyer sur le bouton buy, appuyer sur le bouton acheter dès demain matin. Ce qu'il faut faire, c'est comprendre, observer et lire entre les lignes. Parce que ce que font les institutionnels aujourd'hui, ce n'est pas pour faire un x2 en quelques semaines. Ce qu'ils essaient de faire, c'est de verrouiller leur part du gâteau, leur part du marché, pour les 2, 3, 5, voire pour les 10 prochaines années. Ils accumulent dans la douleur du marché pendant que les petits investisseurs vendent en panique. Et tu veux connaître ton rôle là-dedans? C'est simple, de la chair à canon, plus communément appelé en crypto-monnaie, de la liquidity exit. Celui qui vend quand ça baisse, celui qui achète quand c'est déjà trop tard, ou encore celui qui suit les gros titres au lieu de suivre les vrais signaux. Mais tu n'es pas obligé de faire ça. Tu peux tout aussi bien analyser les flux comme le feraient les pros avec des indicateurs techniques ultra pertinents. Exactement comme on l'a fait dans cette vidéo où nous avons analysé 21 indicateurs techniques différents. Tu peux aussi chercher à comprendre les dynamiques macroéconomiques pour ainsi essayer d'anticiper les mouvements du marché en fonction de ce que Trump dit, en fonction de ce que la Fed prend comme décision, etc. C'est pour le coup ce qu'on décrypte dans notre dernière vidéo, que je vous invite à regarder si ce n'est pas déjà fait. Tous ceux qui sont arrivés jusqu'à là, petit bonus pour vous les amis, lors de la prochaine vidéo, je vais réaliser un giveaway. Pour participer, rien de plus simple, il suffit de liker cette vidéo, de commenter et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Le gagnant, vous l'aurez compris, sera pioché lors de la prochaine vidéo. Sur ce, je vous dis à la prochaine, ciao ciao.